Oui. Ça, c'est la pointe de diamant. C'est fait pour une courte pointe de toilette. Et puis, elle a fait un beau volant brun tout le tour de son lit. Elle a une belle couchette avec des poteaux. Ça fait que ça fait bien joli. Puis elle a les deux cachoriers pareils. On l'appelle la pointe de diamant. Je peux pas bien parler. C'est assez. OK. Bon. Ça, c'est la pointe de diamant. Peux-tu l'ouvrir complet pour qu'on puisse savoir? Ça, c'est l'étoile de Bethléem, qui appelle l'étoile de Bethléem. Et puis, il y a 1777 pointes dedans, taillées une par une. Ça m'a pris un grand mois pour le faire, le tailler, le piquer, tout. Fait que plusieurs veulent l'avoir de mes filles. Ils voudraient toutes l'avoir. C'est mon grand plaisir. Je passe tout le temps mon temps à faire ça. Quelle sorte de pointe vous utilisez? De pointe, la pointe, c'est une petite pointe qu'on peut appeler une petite pointe. Je sais pas le nom au juste. Je sais que ça s'appelle, une fois qu'il est fini, c'est l'étoile de Bethléem qui appelle ça, le modèle. Ça, c'est piqué en des vagues qui appellent ça. Je pique ça, je fais tout le tour de mes pointes en piquant, puis après ça, j'ai un dessin, là, puis je pique tout ça en faisant des vagues qui appellent. C'est tout fait à la main. C'est fait à la main, assemblé à la machine, par exemple. Il est assemblé à la machine, mais c'est piqué sur un métier. Puis il est pas mal grand, ça prenait un grand métier parce qu'il est large. Ah oui. Ça, c'est tout le retail qui me restait. Puis j'ai arrangé ça pour... c'est moi qui ai tout assemblé ça, puis je me suis fait un modèle. Quand je fais mes pointes, là, après ça, je fais un modèle, et puis je les étends par terre, et puis ça, c'était toutes des retails que j'avais, du coton jaune que j'avais, de reste. Ça fait que j'ai dit, me faire une courte pointe avec ça. Piqué à l'éventail, qu'il appelle. C'est une éventail, puis piqué à l'éventail. Quand on pique, là, je me trouve pas à avoir le... Mais on commence comme ça, puis on fait le tour de même tout le temps. Elle se trouve de l'autre côté, elle commence de l'autre côté, je pense. Oui, dans le coin, là. Vous voyez comment c'est fait, là? Puis après ça, on continue l'autre. Après ça, on fait le deuxième rang, puis on s'en va de même, en roulant sur le métier tout le temps. Puis quand je place ma courte pointe sur le métier, là, je commence par placer mon dessous, le drap que je prends des draps d'habitude, puis je le couds après le métier des deux bouts, mais pas le dessus. Le dessus traîne à côté du métier. Je le laisse prendre à côté du métier avec ma ouette. Puis à mesure, ben, je l'épingle à chaque largeur de métier. Comme ça que je fais ça. Est-ce qu'on pique toujours avec du fil blanc? Ben, ça dépend. Là, vous voyez, j'ai fait l'autre avec vis-à-vis les pointes brunes, là. Pour pas que ça paraisse trop, j'ai pas pris du blanc, j'ai pris du fil brun. Pour la pointe de diamant, là, l'autre. Fait que ça paraissait, mais seulement qu'à l'envers, ça paraît, mais c'était joli. C'est équivaut à combien d'heures de travail, à peu près? De 7 à 800 heures de travail. Qui ont calculé, d'après moi, le grand, là, je l'ai fait dans un mois, mais je pense qu'il y a plusieurs heures, mais je me dépêchais. Je l'ai fait dans un mois, mais des fois, je prends mon temps. Ça, c'est un autre modèle de piqûre que vous voyez. On le voit par un... Voyez-vous comment ce qui est piqué, là? Ça, on appelle ça l'anneau. L'anneau d'or. Et puis, il est piqué, là, j'ai fait un rond comme ça, là, dessiné avec un carton. Puis après ça, j'ai des petites... comme des petites feuilles, qu'on dirait. Des pétales de fleurs, des petites pétales. Après ça, ici, ça fait un autre rond avec les petites pétales, vous voyez, dans le coin, là. Et puis, on essaye toujours, quand on l'assemble, celui-là, on assemble une lisière comme ça, puis après ça, on s'en revient, puis on s'en vient en faisant de long comme ça tout le temps. Jusqu'au bout, un autre lisière, tout le temps même. Puis on laisse les bourrons. Des fois, on peut le laisser carré, ou si on peut laisser
la moitié du blanc, là, que je le couperais, par exemple, la moitié, puis... Mais je l'ai fait de même. Celui-là, il est fait en coton, tout en coton. Est-ce que vous piquez, est-ce que vous faites un modèle, je veux dire, pour le piquer? Je le dessine, oui, avec un crayon, puis on pèse pas tellement fort pour pas que ça marque trop. Et puis, ça paraît pas. Mais quand on est bien habitué, là, plus on fait des petits points, plus c'est beau. C'est ça, vous dites l'autre fois que vous vouliez vous préparer pour un concours. Un concours, une exposition. Puis il faut qu'elle Et fasse... puis que 8 à 9 points au pouce. Fait que c'est piqué fin, ça. Surtout Mais quand- malheureusement, aujourd'hui, qu'on ne trouve pas les aiguilles qu'il faut, parce que aussitôt qu'on pique, là, l'aiguille plie, ça fait que ça empêche de faire le petit point. Fait que là, il paraît, on me dit qu'ils l'ont trouvé, là, je ne sais pas, cercle des fermières à l'Assomption, là. Et il paraît qu'il n'aurait trouvé même une demoiselle Noël qui était à la tête de tous les cercles, puis qu'elle n'aurait trouvé des aiguilles exprès. Ça fait que je voudrais bien m'en procurer, parce que c'est pour ça qu'on a de la misère à faire tous ces petits points-là, là. En faire 9 dans un pouce. Ça en prend, il faut y piquer fin. Celui-là non plus, ça m'avait pas pris tellement de temps. Mais c'est quand on les voit, il n'y a pas un nœud qui paraît, rien, jamais, jamais je laisse un nœud sorti, jamais. Je rentre mon aiguille, là, puis mon nœud rentre dedans, puis après ça, je continue. Puis quand je l'arrête, je passe pas en bord en bord. Il y en a qui piquent puis qui arrêtent le fil de même, pas moi. C'est ça qui est mon ouvrage, que j'aime, que je fais ça à cœur de jour. Depuis combien de temps vous faites ça, Mme Ah Martel? ben là, à peu près, quand j'ai commencé à faire les trousseaux de mes filles, j'en ai fait chacun 5. J'en ai 8. Ça fait une fille. Fait que on fait des corbeilles. J'ai fait la patte d'oie, j'ai fait l'anneau, la chaîne anglaise, le chemin de l'ivrogne qu'ils appellent, l'étoile, les pointes de diamant. Fait que j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait certains au-dessus de 100, puis j'en ai pas. Jamais une pareille. C'est ça? Hein? Jamais une pareille. Non, presque pas. Des fois, j'en fais, ça dépend. Quand ça me dit de faire ça, c'est assez dur aussi. Il y a plusieurs morceaux dans ça aussi. Puis ce qu'il y a d'embêtant dans ça, il faut toujours tailler, si on a de la couleur, il faut toujours les tailler face à face. Parce que si on les taille toutes pareilles, ils ne feront pas ici. Vous savez, il faut toujours les tailler comme ça, là. Oui. C'est ça que j'aime. Mon grand plaisir, j'aime mieux ça que de voyager puis aller faire des tours. Je dépense mon argent à ça. Et ben, en retour à... La toison va venir la cacher. Aussitôt que tu tires dessus, la toison va venir cacher la corde. OK? Je pense que ça peut aller pour le cercle. C'est parti? Ben oui. Ah bon. Bon, là, d'abord, on a préparé des bandes pour faire le tapis tressé. Puis, au départ, lorsqu'on travaille avec de la guenille, on essaye de préparer nos bandes de largeur pour arriver aussi avec l'épaisseur de la tresse qu'on va faire. Si on a du vieux tissu, quand je dis vieux, c'est du bon tissu aussi, mais des retailles, c'est qu'à ce moment-là, on va venir couper nos bandes qui sont minces, on va les couper plus larges pour pouvoir les replier en plusieurs fois. Comme là, il est arrivé qu'on a du tissu à un moment donné qui est mince, mais qui est bon. Alors à ce moment-là, on peut placer à l'intérieur de la bande, on peut placer une bourrure, c'est-à-dire qu'on vient placer un autre morceau de tissu en dedans pour venir faire comme une bourrure. Là, on va replier à nouveau pour que les extrémités qui s'effilochent soient à l'intérieur, qu'il n'y ait absolument rien qui dépasse, qui vienne se défaire lorsque le tapis est tressé, puis on replie à nouveau. À ce moment-là, on a toujours le pli du tissu vers un côté ou l'autre, puis on est certain que ça ne vient pas faire d'effiloche, puis ça vient faire quelque chose qui est propre. Maintenant, on essaye d'avoir des branches autant que possible de la même épaisseur pour pouvoir avoir une tresse qui est bien plate, puis une tresse qui tient très très bien. Lorsque notre tissu est préparé, si on a une bande dans laquelle il y a une bourrure,
il est préférable pour que ça se tresse mieux, il est préférable de venir passer une couture ici sur le bord du pli pour que la bourrure qui est d'une couleur généralement contrastante ne vienne pas ressortir à travers le tapis, qu'on reste toujours avec quelque chose de solide. Maintenant, la largeur, lorsqu'on utilise du lainage ou des tissus plus lourds, on va couper nos bandes à peu près 4 pouces de large. Quand on a des bandes de lainage à peu près à 4 pouces, on vient simplement plier jusqu'au milieu de la bande, les deux côtés, puis après ça, on les replie. À ce moment-là, on a des branches qui sont d'une bonne épaisseur, qui ne sont pas trop larges, qui vont faire une tresse qui se travaille très, très bien. Maintenant, il y a peut-être un avantage à avoir des tresses qui ne sont pas trop, trop larges, parce que lorsqu'on vient coudre nos tresses ensemble pour rassembler notre tapis, pour faire notre tapis, si on a des tresses qui sont beaucoup trop larges, c'est qu'il y a une façon de coudre nos tresses, puis à ce moment-là, on est obligé de donner de l'ampleur à notre travail, puis on appelle ça de l'embuvage. Puis avec des tresses qui sont assez larges, on a de la difficulté à donner de l'embuvage à notre tapis. Puis ce qui arrive assez souvent, c'est que les personnes qui n'ont pas d'expérience, on a un tapis qui fait du chapeau, c'est-à-dire qu'il vient en pointu dans le milieu. Puis ça ne peut pas se corriger autrement que de le découdre puis le recoudre à nouveau. Pour débuter la tresse, c'est qu'à ce moment-là, on prend une branche qu'on a préparée, qui est pliée pour le tressage. Puis là, je tresse à 3 brins. Alors à ce moment-là, je prends un brin que je viens placer ici, à l'intérieur de la tresse. C'est préférable d'avoir une grande branche pliée en deux, puis après ça, venir placer l'autre à l'intérieur. Alors ici, au bout, ça ne fera pas trop épais, ça va donner la même épaisseur que la tresse, puis j'aurai pas de bout de tissu qui va se défaire. Là, une fois que ça c'est fait, je peux venir le coudre soit à la main ou à la machine, ici pour que ce soit bien solide, puis que ça tienne, parce qu'il ne faudrait pas que la couture ici se défasse, puis que le bout y ressorte. À ce moment-là, lorsqu'elle est bien fixée, tu vas me tenir ça. Bon, là, ici, j'ai mes 3 branches qui sont toujours repliées vers l'intérieur, non pas que j'ai absolument rien qui vienne dépasser. Puis là, je viens faire une tresse bien ordinaire en ayant soin au départ de placer mes tissus bien à plat. À ce moment-là, je peux avoir une branche qui est longue, puis je peux en avoir, c'est-à-dire une courte, puis 2 longues. La branche qui est courte, c'est avec celle-là qu'on va venir démêler. Si j'ai une branche qui est beaucoup plus grosse, c'est qu'à ce moment-là, je vais essayer de faire ma tresse uniformément. Alors, j'essaye de placer toujours mon tissu qui s'effiloche vers le milieu pour ne pas que ça ressorte sur le dessus de mon travail. Maintenant, c'est entendu que lorsque j'ai une bande qui est plus courte que les autres, c'est facile de venir démêler en tirant sur la bande qui est courte. Aussitôt que je tire dessus, tout mon travail est démêlé, je n'ai pas de difficulté à continuer. Si, par exemple, j'ai du tissu avec une bourrure et que je n'ai pas pris la précaution de le piquer à la machine avant, parce qu'il va arriver, c'est entendu que mon tissu, à ce moment-là, il va ressortir sur le dessus, puis je vais toujours avoir une pièce qui va s'effilocher. Maintenant, lorsque j'en ai beaucoup de tresseux, c'est que lorsque j'arrive au bout d'une bande de tressage, à ce moment-là, ma couture qui va être faite au bout, pour ajouter une autre longueur, ça va toujours être faite en biais. Toutes les coutures qui sont faites dans le tissu sont toujours faites en biais. Alors à ce moment-là, lorsque ma tresse est rendue là, puis que je suis obligée d'ajouter une autre longueur, je vais prendre tout simplement une autre bande, coupée aussi en biais, puis je vais venir coudre mon autre bande au bout pour continuer ma tresse. Maintenant, je m'organise toujours pour ne pas avoir à faire de raccord avec 3 bandes de la même longueur, parce que si dans ma tresse, mes coutures, même si elles sont faites en biais, j'arrive avec 3 renouvellements de couleurs, à ce moment-là, je vais avoir la complication d'arriver avec des bouts où ça va être beaucoup plus gros, d'autres bouts qui vont être beaucoup plus fins. Lorsque mon tressage est fait et que je suis prête à coudre, pour le départ, quand il s'agit de partir un tapis ovale, avant de décider quelle longueur je vais le partir au centre,
je prends la longueur de mon tapis moins la largeur finie, puis la différence entre les deux mesures va me donner la longueur pour partir mon centre. Par exemple, si j'ai un tapis de 7 pieds de long par 5 pieds de large, la différence entre les deux est de 2 pieds. Ça veut dire que mon bout du départ va avoir 2 pieds. À partir de 2 pieds, c'est là que je suis certaine que je vais venir commencer à plier ma tresse pour faire la couture. Là, j'utilise une corde d'abord, on appelle ça une ficelle câblée, où on peut utiliser du ligneux, qui est un lin glacé. On peut trouver ça un peu partout. Ou encore, il y a des cordonniers qui ont du fil de lin pour coudre les chaussures. Encore là, ça fait très très bien. Mais ça prend quelque chose de pas gros, mais d'assez fort. Qu'est-ce que je fais au départ pour partir ma couture? Je prends d'abord ma corde, puis je viens faire tout simplement un nœud loupe, c'est-à-dire que je laisse une petite loupe au bout pour que je puisse passer mon aiguille dedans. Là, je coupe le surplus. Alors là, j'ai décidé que je venais plier ma tresse ici. C'est la longueur que j'ai besoin pour partir. J'entre, bon, au point de vue de l'aiguille, c'est que pour coudre, j'utilise soit un passe-ruban qui est croche comme ça, ou soit tout simplement un passe-ruban droit ordinaire. Mais je n'utiliserai pas d'aiguille à laine. Si j'ai simplement une aiguille à laine chez moi et que je n'ai pas d'autre chose, je vais travailler avec le chat de mon aiguille. Parce que si je viens piquer avec l'aiguille dans ma tresse, c'est que je vais piquer dans le tissu, puis la corde va avoir de la difficulté à passer. Alors là, je viens piquer dans ma tresse, puis je passe mon passe-galant dans la loupe. Alors là, je suis certaine que mon travail ici va être bien fixé, puis que j'aurai aucune difficulté avec. Maintenant, pour coudre, je vais venir tout simplement passer mon passe-galant entre ma tresse, toujours sur le sens de la tresse. Puis là, je vais revenir ici, je vais passer dans mon brin, puis je m'en viens avec ma corde toujours sur le sens de mon tressage. Bon, là, je m'en viens comme ça. Je dis là, ça va aller là, alors je passe en dessous ici. Je fais la même chose là. Alors, je ne pique pas du tout dans le tissu. Je pique juste dans la tresse. C'est avec ça que je vais arriver à ce que ma corde ne paraisse pas. Il y a quelques endroits où elle peut paraître un petit peu, mais à la longue, aussitôt que le tapis va être mis par terre, qu'on va marcher dessus, on ne verra plus du tout la couture. Il n'y aura absolument rien qui va paraître. Ça va me faire un tapis absolument reversible où j'aurai pas la difficulté de dire je peux porter mon tapis juste sur un côté parce que ma corde pareille, parce que j'ai une couture. Là, je vais me rendre jusqu'au bout de ma tresse pour expliquer très très bien déroule-moi ça là, comment on arrive à tourner. Parce que j'ai parlé tout à l'heure d'embuvage, puis là, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'embuvage. Lorsque je m'en vais comme ça, puis que je fais une couture qui est droite, là, ça va bien, parce que j'ai seulement à suivre toujours mes tresses. Bon, on est comme ça. Là, j'arrive au bout ici. Alors là, lorsque j'arrive au bout, c'est ici qu'il faut que je vienne donner de l'ampleur à mon travail. Parce que ici, tout est bien à plat. Lorsque je viens tourner ma tresse, il faut que ma tresse là, fasse très très bien le rang. Il ne faut pas que ça tire comme ça, puis il ne faut pas qu'il y ait un grand jour au bout. Il faut que ma tresse fasse bien le rang. Alors avant de coudre, je place ma tresse bien à plat, puis je vais continuer avec ma couture. Alors là, pour que ma corde soit cachée puis que ça se tienne bien, je vais venir ici comme ça, je vais piquer dans celle-là. Il faut que je m'organise pour que ma corde soit cachée. Alors, je vais venir ici avec ma corde, puis là, je vais venir passer ici. Alors, ma corde est cachée, on ne la voit pas. Elle va entrer en dessous de la tresse. Alors, je m'en viens ici, puis là, je vais venir piquer en reculant. C'est que je retourne sur mon travail en arrivant au bout. Il a été piqué tellement de fois qu'il... Je reviens sur mes pas. Alors, si je reviens ici, ma corde va être encore cachée. Je m'en viens ici comme ça. Là, je pique ici pour que ma corde vienne tenir.
Puis là, ici, je ne piquerai pas du tout. Je m'en viens piquer ici, dans le bout. Puis là, je suis certaine que mon bout, il va être bien tenu. Alors ici, si je veux cacher ma corde, il faut que je vienne là. Je viens repiquer ici en dessous. Ça. Puis là, je suis prête à partir mon rein en m'en allant comme ça. Là, sur un côté, je ne vois pas du tout ma corde. Puis sur l'autre côté, il y a quelques petits endroits, peut-être on la voit, là, comme ici. Puis aussitôt que la corde va être placée en dessous de la branche, on ne la voit pas du tout, du tout. Alors là, j'arrive à avoir quelque chose qui reste quand même très, très plat. Si je le mets comme ça, il va encore rester plat. Puis je vais continuer à coudre comme ça. Ça, c'est pour le tapis ovale. Pour le tapis rond, maintenant, il faut que je parte, évidemment, en faisant le tour. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais cousu le tapis, là, c'est préférable de commencer par un tapis ovale, puis après ça, de commencer avec un tapis rond. Alors, on sait que dans le tapis ovale, il y a seulement dans les bouts qu'on a à donner de l'embuvage. On pousse un petit peu pour donner de l'embuvage. Dans le tapis rond, circulaire, il faut donner de l'embuvage tout le tour également. Maintenant, si on veut faire un tapis rectangulaire ou carré, au lieu de partir par le centre de notre tapis, on va partir tout simplement de notre tresse, qui est la tresse du bas, du côté. Puis on va s'en venir comme ça. On tourne au bout, puis on va toujours aller en cousant nos tresses parallèlement les unes à côté des autres. Toujours comme ça, au lieu d'aller en tournant autour d'une première tresse. Alors à ce moment-là, on peut faire un tapis qui est carré, rectangulaire, de la façon dont on le veut. Mais le tapis ovale est, disons, est peut-être plus traditionnel, puis il est beaucoup plus joli qu'un tapis carré.